Bienvenue à notre rendez-vous quotidien. Aujourd'hui, notre sujet de réflexion, c'est état de droit en Côte d'Ivoire. Quand la détention préventive s'éternise, où est la justice? Pour entrer de plein pied dans notre débat, je vais vous citer une enquête de Jeune Afrique publiée le 25 novembre 2021. Cette enquête révèle qu'en Côte d'Ivoire, un tiers des détenus sont en attente de jugement, certains depuis plusieurs années. Et l'enquête est appuyée de chiffres. En Côte d'Ivoire, il y a 34 lieux de détention. Le taux d'occupation est de 272%, avec 22 000 prisonniers pour 8 000 places. Et la conséquence, en 2020, 120 prisonniers sont morts en prison. Vous avez à ma gauche M. Félix Boni. Il est directeur politique, si je ne m'abuse, éditorial du groupe Weblogic. Et du groupe Weblogic. Et à ma droite, je vous présente Ambra Titi, journaliste éditorialiste. Voilà, au quotidien. Le rassemblement, c'est à titre personnel que le rassemblement, à titre personnel. Et donc, j'ai invité des journalistes, j'ai fait référence à leur pédigré pour qu'on sache à qui on a affaire. Et donc, je vous laisse rebondir sur notre thème de Ambra Titi, la détention préventive qui s'éternise en Côte d'Ivoire et qui se systématise pratiquement. Qu'en pensez-vous? Non, on est dans un cas d'anomalie, ça il faut le dire très clairement, parce que juridiquement, la détention préventive, c'est un régime exceptionnel d'exception. C'est ça. Voilà, c'est l'exception. Hein. Mais on a inversé les choses de sorte que la liberté provisoire qui devait être la règle, est devenue l'exception, remplacée par la détention préventive qui est devenue automatique. Et là, je crois qu'il y a quelque chose à faire. Vous avez dit des chiffres, on est en surpopulation carcérale, très clairement. Oui. C'est qu'il y a un problème. Oui. C'est qu'il y a un problème. Et il appartient au gouvernement, aux autorités, d'y remédier. Certainement, considérant d'autres prisons, pour qu'il y ait une adéquation entre les lieux de réception et les prisonniers. Oui. Et ça, c'est une voie aussi. Mais on peut aussi laisser les gens en liberté s'ils offrent suffisamment de garanties. Parce que ça ne peut pas être un réflexe de condamner les gens de manière préventive. C'est ça. Voilà. Et d'autant que la prévention, la détention préventive, elle vise 3 objectifs, paraît-il. Elle met le prévenu à la disposition de la justice et elle empêche le prévenu justement de cacher éventuellement les preuves. Oui. Elle aussi garantit la sécurité publique. Si c'est un cas de dangereux prévenu qui est accusé de crimes, et en dernier ressort, elle garantit l'exécution de la peine, si cette peine était prononcée. Voilà. Donc, elle empêche le prévenu de fuir. Voilà les 3 objectifs de la détention préventive. Et la détention préventive, telle qu'elle est utilisée, on a fait un usage très abusif. Il faut revoir les choses. C'est ça. Voilà, il faut revoir les choses. On ne la condamne pas en tant que telle, mais c'est son usage qui est condamné. L'usage systématique à la détention préventive, ça pose un problème. Au niveau de la justice, ça pose un vrai problème. D'accord. Et monsieur Félix Boni, la détention préventive est prévue par le code de procédure pénale, donc c'est d'usage judiciaire. Mais comme on le constate, le fait de systématiser la détention préventive et de mettre des gens en détention préventive pendant aussi longtemps, selon vous, ça ne paraît pas un peu comme l'exécution par anticipation d'une peine qui n'a pas encore été prononcée? D'abord, quand vous parlez de systématiser, je crois qu'en matière judiciaire, on ne doit pas systématiser. En matière judiciaire, il faut dire le droit. Et en matière de droit, la détention est une exception. C'est ça. Et toute personne, même accusée, est un présumé innocent. Et, mon frère Ambroise a déjà situé le cadre de la détention préventive, c'est-à-dire les éléments qui justifient la détention préventive. D'ailleurs, il y a un autre élément, il y va également la sécurité même du mise en cause. Parce que lorsque le prévenu a peut-être commis un crime ou un acte grave, on se dit que dehors, il peut être également, on peut attenter à sa vie ou à son intégrité physique. Donc tout ça, parfois la détention préventive
est un avantage, est utile pour le prévenu lui-même. Toutefois, la détention préventive est encadrée par la loi. Il y a une durée bien précise pour la détention préventive. Quand on va au-delà de cette durée, et cette durée est reconductible, mais une fois qu'elle a été reconduite, elle ne peut pas être encore reconduite indéfiniment. Alors, prolonger la détention préventive est un déni de droit. C'est-à-dire, c'est une dénégation de procédure judiciaire. C'est un abus de droit. C'est une violation des droits humains. Parce que quelqu'un qui est détenu abusivement, qui ne court aucun danger, qui ne fait courir aucun risque de fuite et qui donne les garanties de la représentation. Et la durée de la détention préventive telle que ça a été déterminé par le droit a tenu compte de tous ces éléments. C'est-à-dire, on se dit que pendant telle durée, on a le temps éventuellement de collecter les preuves qu'il peut éventuellement cacher. On a le temps de prendre les dispositions pour qu'il ne puisse pas attenter à sa sécurité. On a le temps de prendre des dispositions. En fait, la durée permet de résoudre les problèmes pour lesquels la détention préventive a été prévue par la loi. Au-delà de cette durée qui est reconductible, comme je dis, une fois, on ne peut pas en abuser pour maintenir quelqu'un là-bas. Dans le cas contraire, et vous remarquerez que très souvent, cette détention préventive, elle est abusivement utilisée dans des cas vraiment exceptionnels. Parfois pour des cas politiques, des cas en matière de procédure économique, parce qu'il y a un monsieur très fort qui veut que le monsieur soit maintenu longtemps là-bas, comme si il avait d'office droit et raison. C'est comme si le procès avait été auparavant. Alors que pour que quelqu'un soit détenu, il faut qu'un procès soit fait, qu'il soit condamné. Parce que le détenu préventif n'est pas condamné. C'est une prévention pour sa sécurité, pour la sécurité de la société, pour la sécurité des preuves. Tant qu'il n'est pas jugé, ce n'est pas un condamné. La preuve en est que parfois on a détenu des gens pendant longtemps au-delà des termes de la détention préventive, et lorsqu'on juge la personne et qu'elle est innocentée, ça veut dire que la personne a passé un temps abusivement fou en prison pour rien. Donc il faut résorber ce problème pour que le droit soit dit et que les préceptes du droit soient respectés. Donc il ne faudrait pas que les acteurs de l'appareil judiciaire se comportent en bourreau, en partisan d'un camp, quand je dis d'un camp, c'est-à-dire un camp politique ou un pouvoir économique, de lobby économique contre des individus peut-être faibles, qui n'ont peut-être pas de recours politique ou économique. Donc il faut que les juges jouent leur rôle. Le dispositif existe, il faut respecter le dispositif. Maintenant, si les juges ne jouent pas leur rôle, moi je pense que ces cas devaient pouvoir interpeller aussi les parlementaires. L'opinion peut aller saisir les députés ou les parlementaires pour dire mais il y a tel cas par rapport à la loi que vous avez votée qui est là, il y a tel abus. Je pense que des acteurs, les parlementaires devraient pouvoir jouer aussi leur rôle. Parce qu'il faut qu'il y ait quand même un recours. Tant que le recours reste l'appareil judiciaire, parfois il y a ce que j'appelle la solidarité du corps qui fait que les décisions ne sont pas cassées, mais les décisions continuent d'être entérinées, confirmées, et des personnes innocentes sont abusivement détenues et souffrent, alors qu'il y a effectivement une violation de leurs droits, j'allais dire les droits élémentaires, c'est-à-dire le droit à la liberté, qui est le droit le plus élémentaire pour tout individu. Pieti, pour être plus concret, aujourd'hui nous avons une activiste de la société civile, Pulchérik Bané, qui est en détention provisoire. Qu'est-ce que cela vous dit? Mais la justice, c'est pourquoi elle le garde en détention préventive. Ça, son cas, le cas de Pulchérik Bané est particulier, de mon point de vue. Hein, de mon point de vue, parce que c'est une activiste de la société civile et qui s'est volontairement mêlée à une affaire d'État. Parce qu'il faut le dire, l'affaire des 49 militaires au départ, puis qui est devenue 46 militaires, est une affaire entre l'État malien et l'État du Côte d'Ivoire. Et avec une médiation qui était engagée, je me demande même jusqu'à présent quelle mouche l'a piqué, pour qu'elle s'entremette sans aucun mandat. Mais après, c'est une affaire assez particulière que je ne voudrais pas lier à ce dont on parle là, parce que c'est... Mais pour ne pas vous couper la parole, est-ce que le fait qu'elle se mêle à une affaire d'État lui enlève tous les droits? Et si, dans le cas de la détention préventive, est-ce qu'il y a nécessité, est-ce qu'elle risquait de fuir? Au moment où il faut la punir parce que c'est mêlé à une affaire d'État. Non, comprenez bien que cette affaire est d'abord politique. Quoi qu'on dise, on ne peut pas lui enlever ce caractère-là. D'accord. Voilà, c'est une affaire politique. Donc, qui est dans la zone grise du droit. Bon, je ne dirais pas ça, comme ça,
Mais je maintiens que c'est une affaire politique. Et la justice la maintient en détention préventive pour des raisons X qu'elle peut justifier. Mais moi, je dis que, initialement, elle n'avait pas le droit d'intervenir comme elle l'a fait, sans aucun mandat. Et puis, à la limite, elle a nargué les autorités. Hein. Et si tu as bien souvenir de tout ce qu'elle a dit, quand elle est revenue, elle a pris à partie le pouvoir en prenant parti pour la partie malienne. Excuse-moi ce jeu de mots, mais voilà. Elle a pris parti pour la partie malienne. Ce n'est pas prendre parti pour le pouvoir, est-ce que c'est une infraction? Non, on ne peut pas tout voir sous l'angle forcément de l'infraction. Il y a des frustrations aussi qui peuvent intervenir. On n'est plus dans le cadre du droit. On n'est plus dans le cadre du droit, ça c'est toi qui le dis, et c'est vous qui le dites. C'est une question que je pose. Non, moi je dis, c'est des hommes qui souvent appliquent les lois. D'accord. Voilà pourquoi le terme intime conviction du juge apparaît dans le droit et dans la justice. D'accord. Voilà, on laisse le juge décider en son intime conviction. Là je crois que la nature humaine reprend ses droits là. D'accord. Voilà. Donc le cas Pulchérik Balé, c'est vrai, en détention préventive, on peut peut-être le déplorer, mais il n'empêche, de mon point de vue, c'est une situation qu'elle a provoquée. C'est une situation qu'elle a provoquée. Elle s'est mise dans une posture de défiance vis-à-vis de l'autorité. Il ne faut pas avoir peur des mots. Elle s'est mise dans une posture de défiance délibérément. Elle a ses raisons certainement, que je ne lui dénie pas, mais moi aussi, j'ai le droit d'apprécier cela. Pulchérik Balé a cherché ce qui lui arrive en défiant l'autorité politique et publique. Est-ce que, de votre point de vue, défier l'autorité politique, c'est commettre une infraction qui justifierait qu'on soit en prison en train de payer? Je vais juste rectifier quelque chose que mon frère Ambroise a dit tantôt, pas défier l'autorité politique. Parce que si c'est défier l'autorité politique, c'est de bonne guerre qu'on défie l'autorité politique. Mais je parlerai plutôt de raison d'État. C'est-à-dire là, sortons de la politique et du politique pour parler d'État. C'est-à-dire défier l'autorité de l'État. C'est-à-dire le fait de partir, c'est vrai qu'elle a communiqué avant sa sortie en disant je pars. Et l'État, dans une situation de conflit, a des mécanismes. Vous pouvez annoncer que vous sortez et puis l'État fait comme si il ne voit pas, vous partez, vous revenez. Justement, vous allez servir de filon pour l'État. Et quand vous partez, que vous revenez, vos actes que vous allez poser seront appréciés par le même État pour savoir que vous voulez éventuellement pour la sécurité de l'État, c'est-à-dire la sûreté nationale, et où vos actes que vous posez vont à l'encontre de la sûreté nationale. Je crois que la détention de Pulchérik Balé rentre dans le cadre de ce que j'appelle la raison d'État. L'affaire a éclaté seulement le 10 juillet, nous sommes actuellement en octobre, à 3 mois après. Les 46 soldats sur les 49 sont encore détenus là-bas. Et tant que la question n'est pas encore résolue pour l'État de Côte d'Ivoire, toute personne qui aura, j'allais dire, navigué dans ce dossier d'une façon pas totalement claire, mérite d'être détenue jusqu'à ce que l'affaire soit totalement évacuée. Et donc je crois que pour raison d'État, elle est détenue pour raison d'État. Et je suis persuadé que si les 46 autres soldats sont libérés, dans les jours, les semaines qui vont suivre, Mme Pulchérik Balé va recouvrir la liberté. Mais tant que ces 46 ne sont pas libérés et que l'État de Côte d'Ivoire ne sait pas clairement qu'est-ce qu'elle est allée faire dans ce pays et qu'est-ce qui adviendra de la suite de ce dossier, tout acteur qui aura été au cœur de ce dossier peut être détenu pour raison d'État. Donc je crois, il a évoqué le cas des États-Unis, parlant de l'Ukraine, de la Russie. Et toutefois qu'il y a une grande situation qui engage la sécurité de l'État, alors là, l'État a d'autres moyens d'évoquer des procédures judiciaires qui n'ont rien à voir avec le politique. Donc, je souhaite qu'on ne parle pas de politique. Parce que parler de politique veut dire qu'on parlera éventuellement du parti au pouvoir qui détient une opposante. Moi, je ne vois pas Mme Balé comme une opposante et je ne vois pas le parti au pouvoir se mêler d'une affaire, mais je vois le gouvernement qui prend des garanties par rapport à un Ivoirien ou une Ivoirienne qui s'est mêlé d'un dossier dont la posture dans le dossier n'est pas totalement maîtrisée par le gouvernement. Donc, pour raison d'État, on détient cette personne. C'est comme ça que je vois l'évolution de ce dossier. On constate qu'il n'y a pas que Balé, Pulchérik Balé, qui s'est mêlé à ce débat. On a assisté à un Balé, notamment des religieux qui sont rendus au Mali, pour faire
la médiation à leur niveau? C'est pas la même chose. D'accord. Les religieux sont allés dans un cadre formel du gouvernement, avec, on peut dire, avec la caution du gouvernement. Ordre de mission. Voilà. Avec un Vous n'en savez rien. Non, mais non, clair, ils sont allés avec la caution. On le présume, c'est tout. Non, mais c'est... Attends, pourquoi ça n'a pas fait des vagues? Comme pour dire, ça n'a pas... Puisque justement, le pouvoir avait la caution, là, ils avaient la caution du pouvoir. Ils sont allés rencontrer... Et c'est une mission des bons offices qui entrait dans le cadre du règlement pacifique de la question. Donc, on ne peut pas les mettre en ligne. Non, on ne peut pas les... logique de mission de bonne office. Non, mais sans la caution. Et puis on sait qui est qui dans ce pays. Voilà, et on sait qui est qui. Là, mes frères Ambroise est sorti. Je suis sorti du canevas. C'est condamné sans jugement. Non, mais depuis les actes qu'elle pose en interne. Voilà. Donc les actes qu'elle pose, et puis quand elle revient, la déclaration qu'elle va rencontrer les 49 familles, tout ça c'était trop. Donc les religieux sont allés avec la caution de l'État. Donc on ne peut pas mettre les deux cas en ligne, je le rappelle. Pour aborder cette question, et quand elle revient au pays, elle ne rencontre à personne et elle fait ses conférences. Je ne te coupe pas, elle a dit qu'elle allait se reposer. Elle était en mission pour personne. Donc elle n'a pas. Les religieux se sont levés pour une mission spécifique. Voilà. C'est-à-dire, nous allons intervenir dans le cadre de ce dossier. C'est-à-dire une mission spécifique. C'est différent d'un voyage privé qu'on fait et au cours duquel on se mêle d'un dossier qui est strictement sensible, qui engage la sûreté de l'État. Contrairement aux religieux qui décident de mener une mission de bons offices pour rapprocher les positions, pour qu'on obtienne la libération des 49, Mme Ballet n'était pas dans une posture de médiation. Et d'ailleurs, si elle devait être dans une posture de médiation... Elle a offert ses bons offices. Oui, mais quand on doit être dans une posture de médiation, quand on est de la posture de médiation, on écoute toutes les parties. C'est-à-dire, je rencontre les Maliens, je suis allé, j'ai rencontré les Maliens, je viens, je demande une audience pour essayer de comprendre le dossier au niveau local. Éventuellement, ceux-là qu'on appelle les Maliens, dont on ne sait pas quel est l'objectif qui sous-tend l'arrestation de ces Ivoiriens, ne pas que l'activiste qu'elle est continue de mener des actions souterraines pour brouiller ou pour envenimer encore la situation. L'État peut décider de la maintenir, de la mettre à l'écart, de la surveiller, le temps que ce dossier soit évacué. Je vois les choses dans ce sens, mais pas forcément une punition. Nous avons suffisamment débattu de la question et aujourd'hui nous constatons que nos prisons sont surpeuplées. La solution se trouve dans le nouveau code de procédure pénale. Donc, en guise de conclusion, je voudrais savoir quels sont les appels que vous pourriez lancer pour régler un tant soit peu cette question. Vous d'abord. Moi, je l'ai noté à l'entame, construire davantage de prisons. Parce que ça aussi, il y a un risque de maladie, d'épidémie dans les prisons, il y a trop de conséquences. Et puis ça peut amener même le système carcéral à absorber beaucoup plus d'argent qu'il ne faudrait. Parce qu'il faut les soigner, il faudra les soigner, ces malades. Et les nourrir. Donc, il y a tout ça mis l'un dans l'autre. Je crois qu'il faut jumeler la construction des prisons, l'allègement des peines et la mise en place des nouvelles mesures qui ont été arrêtées, telles que le plaidé coupable, comme vous l'avez dit. L'allègement des peines, bon, ça j'en doute. Parce que celui qui mérite une peine, il faut qu'on lui inflige la peine. Oui, quand je dis allègement... Quand vous tuez, on ne va pas vous dire... Non, je veux dire, bon, les peines de ceux qui sont déjà en prison, qui bénéficient peut-être qui se comportent bien, on peut les libérer sous certaines conditions. Tu tues, on te met en prison. Mais tout le monde ne tue pas. Et puis on te libère. Heureusement, tout le monde ne tue pas. Voilà, tout le monde ne tue pas. Voilà, il y a des gens qui volent des œufs, qui volent du pain en flagrant délit qu'on arrête. Tout ça, bon, il faut revoir tout ça. Il faut humaniser les traitements. Voilà, il faut humaniser les peines qu'on inflige aux uns aux autres. Mais tout ça, c'est à traiter au cas par cas. Voilà, donc il y a une batterie de mesures à mettre en branle pour arriver à une population carcérale acceptable. Acceptable, qui fait la part belle quand même à l'amélioration des conditions de vie des prévenus et des prisonniers. Monsieur Boni, rebondissez sur la même question et faites votre conclusion. Je dirais qu'une société sans prison, c'est une société condamnée à sa perte. Donc la prison fait partie
de la régulation de la société. Il faut qu'il y ait des prisons. Cependant, les prisons qu'on a en Côte d'Ivoire, quand on regarde, la plupart des prisons ont été construites au lendemain des indépendances, où la Côte d'Ivoire était loin d'avoir 10 millions d'habitants. Nous sommes maintenant à 27, à 28, presque 30 millions d'habitants. Il est clair que plus les peuples se développent, la démographie s'accroît, et plus il y a des délinquants, il y a des malfaiteurs, et donc on aura davantage de prisonniers, et les prisons sont pleines parce qu'on n'a pas prévu l'augmentation de la population, ce boom, j'allais dire, carcéral qui va avec le boom de la démographie. Donc il faut très bien, je souscris avec mon frère Ambroise pour dire qu'il faut continuer à construire des prisons. Aujourd'hui, on a 31 régions en Côte d'Ivoire. Chacune des régions devait disposer au moins d'une prison. On a juste 34 lieux de détention. On a 34 lieux de détention pour combien de départements? Je crois 204 communes en Côte d'Ivoire. Et je crois qu'il faut accroître le nombre de prisons. C'est très peu. Deuxième élément, au niveau de... Je souscris également à l'idée que Ambroise avance en parlant pas forcément de remise de peine, mais la prison doit jouer son rôle de correction, de maison d'arrêt et de correction. Lorsque l'individu, parce que la prison, ce n'est pas les gardes pénitentiaires qui sont là pour veiller à ce que le gars ne s'enfuit pas, mais la prison, c'est la rééducation du criminel. Et lorsqu'on voit que la rééducation, sa réinsertion sociale, on lui inflige un niveau de peine. Mais lorsqu'on voit que dans sa rééducation, le prisonnier se comporte bien, on réduit sa peine et on le fait ressortir, on lui permet de regagner, j'allais dire, la cellule sociale pour qu'il puisse reprendre sa vie. Mais on ne garde pas quelqu'un en prison pour bousiller sa vie. Donc il faut que les prisons apprennent à rééduquer les prisonniers pour qu'ils puissent sortir bien avant. D'ailleurs, ce sera un modèle. Mieux, plus il y aura des prisonniers dont les peines sont commuées parce qu'ils ont un bon comportement, ils suivent une bonne rééducation, davantage d'autres suivants pour dire « Ah, mais si je me comporte bien, je vais sortir comme X ». Davantage de prisonniers vont se corriger et sortir et les prisons vont se vider. Mais je maintiens encore, il faut augmenter le nombre de prisons parce que dans tous les cas de figure, les prisons augmentées, c'est aussi le nombre de gardes pénitentiaires augmentés et c'est aussi de l'emploi, ça crée de l'emploi. Et c'est quand je prends la prison dans le sens positif de maison de correction et pas de maison de punition. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci, M. Senzi. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure.